Il était une fois, dans un village tranquille du Delta State au Nigeria, une femme nommée Ego, âgée de 32 ans. Dans ce coin reculé, la pauvreté s'accrochait aux gens comme une seconde peau. Les maisons étaient faites de terre battue, leurs toits de chaume laissaient passer les gouttes de pluie, et les chemins boueux remplaçaient les routes. L'électricité ? Un rêve lointain. Ego était l'aîné d'une famille de 7 enfants. Depuis la mort de son père, emportée par une fièvre il y a 10 ans, elle était devenue le pilier de la maison, celle sur qui tout reposait. Sa mère, Neka, ne voyait pas Ego comme une fille, mais comme une clé pour échapper à la misère. Depuis son enfance, elle lui répétait sans cesse. « Ton ventre n'est pas fait pour l'amour, Ego. Il est fait pour des enfants, et surtout pour de l'argent. Regarde Adana, la fille d'Aak en grave côté. Elle a construit une maison en dur pour ses parents, envoyé ses frères à l'université à Lagos, et maintenant, elle parle même de faire voyager ses parents à l'étranger. Et toi, Ego, à 32 ans, tu n'as même pas encore carrelé notre sol. Comment veux-tu que je me tienne droite devant les femmes du village ? » Neka parlait à Ego comme si elle n'était qu'un outil, une machine à produire de la richesse. Mais Ego supportait tout en silence. Elle se levait à l'aube pour vendre des tomates au marché, sous un soleil qui brûlait la peau, et passait ses nuits à coudre des chemisiers à la lumière vacillante d'une lampe à pétrole. Quand l'argent manquait cruellement, elle se résignait à suivre des hommes dans des lodges sordides de Wari, à 1 heure de route. Mais peu importe ses efforts, ce n'était jamais assez. Neka ne voulait pas qu'Ego se marie. « Tu crois qu'on t'a élevé pour que tu finisses dans la cuisine d'un homme ? Non. Construis-nous une maison d'abord, ensuite tu feras ce que tu veux, » lançait-elle, les yeux pleins de colère. Ego souriait en public, hochait la tête, mais au fond d'elle, une tempête grondait. Elle enviait ses amis, Adana et Amina, qui semblaient tout obtenir d'un simple appel à leurs riches amants. Adana changeait de voiture comme on change de pagne, et son parfum flottait dans l'air bien avant qu'elle n'arrive. Amina, elle, portait des bijoux qui brillaient comme des étoiles. Ego, elle, passait inaperçue, une silhouette parmi tant d'autres, une ombre dans son propre village. Elle craignait de mourir sans avoir vécu, sans avoir laissé une marque. Un soir, assise seule sur le bord de sa petite parcelle de terre, Ego leva les yeux vers la lune, pleine et silencieuse. « Il doit y avoir une issue, » murmura-t-elle. « Ma mère a raison. À 32 ans, je vis encore sous leur toit, sans enfants, sans liberté financière. Quelle vie est-ce ? D'autres s'en sont sortis, pourquoi pas moi ? » Elle ramassa une motte de terre, la frotta entre ses paumes et chuchota. « Dieu, si tu ne m'entends pas, peut-être que la terre m'écoutera. » Elle ne le savait pas encore, mais la terre, patiente et attentive, avait déjà commencé à tendre l'oreille. Une nuit, alors que le village dormait sous un ciel noir et lourd, Ego se leva sans un bruit. Elle enroula son pagne autour de sa tête, prit une vieille lanterne et se glissa dans l'obscurité. Elle se dirigeait vers la lisière du village, là où vivait Mama Ezichi, une vieille femme dont les os semblaient aussi anciens que la terre elle-même. On racontait qu'elle parlait au sol, qu'elle connaissait ses secrets les plus profonds. Les enfants la fuyaient, les adultes la respectaient, et ceux qui osaient la consulter revenaient changés. La hutte de Mama Ezichi était tordue, faite de boue et de branches, entourée de pots fêlés et d'herbes séchées qui sentaient la mort. Quand Ego arriva, la vieille était déjà dehors, assise sur un tabouret bancal, comme si elle l'attendait. Ses yeux, voilés par l'âge, semblaient percer l'âme. « Tu es venu, dit-elle d'une voix rauque. La terre m'a prévenu. » Ego hésita, puis s'agenouilla dans la poussière. « J'ai besoin d'aide, Mama. J'ai tout essayé, mais rien ne change. » Mama Ezichi la fixa longuement, puis tendit un doigt noueux vers la forêt. « Va voir Ezéani. Il vit au cœur des arbres. Ne pose pas de questions, suis le bruit du bois qui craque. » Le cœur d'Ego s'emballa, mais elle n'avait plus rien à perdre. Elle s'enfonça dans la forêt, où les ombres dansaient sous la lumière de sa lanterne. L'air était épais, presque vivant, et chaque pas faisait craquer les brindilles sous ses pieds. Puis elle l'entendit, un craque sec, comme un os qui se brise. Elle suivit le son, la peur et l'espoir se mêlant dans sa poitrine. Au bout d'un moment, elle déboucha sur une clairière. Là, une maison étrange se dressait, faite d'argile rouge et de raffia, décorée de charmes métalliques qui tintaient dans le vent.
Un homme était assis devant, torse nu, sa peau sombre luisant sous la lune. Il portait un collier de cauris et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Tu es la première fille, dit-il, comme s'il lisait son âme. Il se pencha vers elle. « Tu veux la richesse? Alors écoute bien. Tu vas te marier et porter des enfants. Mais la richesse ne viendra pas de l'homme, elle viendra de ce que tu enterres. » Ego cligna des yeux. « Que dois-je enterrer? » Le placenta de chaque enfant, murmura-t-il. Plante-le avec des graines. À mesure que les graines pousseront, ta richesse grandira. Mais quand l'enfant atteindra 7 ans, il mourra, comme une feuille sèche au vent. Le sang d'Ego se glaça. Et si je pleure? Si je parle? Pas une larme, pas un mot. Si tu pleures ou si tu révèles ce secret, ta richesse s'effondrera en poussière. Avant qu'elle puisse répondre, le silence revint, et Ézéanie disparut dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais été là. 2 mois plus tard, Ego revint au village, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Elle ne voulait plus attendre que la vie lui tende la main, elle allait la saisir. Son premier choix fut Okafor, un veuf de 68 ans, boiteux, mais riche de 3 lopins de terre fertile près de la rivière. Il n'avait pas d'enfant, et les femmes du village l'évitaient, le trouvant trop vieux, trop usé. Mais Ego voyait en lui une opportunité. Elle se mit à lui rendre visite, lui apportant des plats de soupe aigusi-fumante, balayant sa cour, riant à ses plaisanteries fades comme s'il était un jeune homme. Elle changeait ses pagnes, lui massait les épaules. En 3 semaines, Okafor était conquis. Elle a un cœur en or, disait-il à ses amis, le visage illuminé. Pas comme ces filles d'aujourd'hui, paresseuses et arrogantes. Au bout de 2 mois, il se présenta chez la famille d'Ego avec des noix de cola et une jarre de vin de palme pour demander sa main. Neka et son mari dansèrent de joie, sacrifièrent 2 chèvres et crièrent « Ego nous a rendus fiers ». Les villageois, eux, jasèrent. Pourquoi une jeune femme comme Ego épouse ce vieux sac d'os? Elle a dû l'ensorceler. Ces terres près de la rivière valent une fortune, vous savez. S'il les vendait, il pourrait acheter le conseil local entier. Ego s'en fichait. Le jour du mariage, elle portait une robe en dentelle rouge, marchant sous les regards comme une reine, le visage impassible, ses secrets bien enfouis. Okafor ne perdit pas de temps. Il construisit pour Ego un petit bungalow derrière sa ferme, installa un générateur et lui offrit une vie plus douce. Ses tomates restaient fraîches plus longtemps, son commerce de couture prenait de l'ampleur, et sa peau semblait même briller d'un éclat nouveau. Mais cette richesse ne suffisait pas à Ego. Elle voulait plus, beaucoup plus. Alors, elle attendit l'arrivée de son premier enfant. 9 mois plus tard, par une matinée froide de novembre, après une pluie fine, Ego donna naissance à un garçon. La sage-femme, une femme aux mains calleuses nommée Ijoma, souleva l'enfant en criant « C'est un garçon ». Ego força un sourire et serra son fils contre elle. Elle le nomma Kene, qui signifie « Regarde ce que Dieu a fait ». Mais dès que Ijoma quitta la pièce, le masque d'Ego tomba. Elle tendit la main sous le lit, attrapa un sac en nylon noir et y glissa le placenta, l'enveloppant dans un tissu blanc. Okafor, épuisé par l'excitation, ronflait déjà dans un coin. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Ego se faufila jusqu'à sa ferme, un lopin qu'Okafor lui avait donné pour elle seule. Sous la lumière pâle de la lune, elle creusa un trou avec une petite houe, y plaça le placenta et ajouta une poignée de graines de haricots, comme Ézéanie le lui avait ordonné. Elle recouvrit la terre et murmura « Pousse bien, fais-moi prospérer ». Le lendemain, quelque chose changea. Les haricots germèrent en quelques jours, verts, robustes, presque trop parfaits. En 2 semaines, son atelier de couture au marché explosa. Elle reçut plus de 500 commandes de tissus coûteux, chacun valant 50 mineras. Même Okafor gagna 500 mineras à une loterie locale, un événement que personne n'aurait pu prévoir. Kene est une bénédiction, disaient les voisins. Ego hochait la tête, mais ne disait jamais « Amen ». Kene grandit vite. À 5 ans, il était vif, curieux, toujours à poser des questions. Il suivait Ego partout, traçant des dessins dans la poussière, dansant avec son père, rêvant de devenir médecin. Mais à 7 ans, les choses changèrent. Une nuit, il se réveilla en sueur. « Maman,
Quelqu'un m'appelle depuis le sol, murmura-t-il. Je vois un arbre qui pleure. Ego sentit son cœur s'arrêter, mais elle répondit, ce n'est qu'un rêve, dors. Quelques jours plus tard, la fièvre s'installa, puis une toux sèche, puis un silence inquiétant. Les médecins du dispensaire local haussaient les épaules. Il est en bonne santé, on ne trouve rien. Mais Ego savait. Une nuit, Kenné se redressa dans son lit, haletant. Ses petites mains agrippant le pagne de sa mère. Maman, je ne veux pas aller sous la terre, gémit-il. Puis ses yeux se révulsèrent, et il s'effondra, immobile. Ego ne bougea pas. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle fixa le plafond jusqu'à ce que le jour se lève. Le jour de l'enterrement, le ciel était gris, lourd de pluie. Ego portait un pagne noir, le visage fermé. Neka se roula dans la poussière, hurlant de douleur, mais Ego resta debout près du petit cercueil, les yeux secs. Elle laissa échapper de faux sanglots pour la foule, mais pas une larme ne coula. Elle aimait cet enfant, murmuraient les villageois, apportant de la nourriture et des enveloppes d'argent. Derrière leur compassion, Ego calculait déjà. Sa boutique de batik prospérait, elle avait payé un maçon pour construire une deuxième maison, et les fondations d'une maison pour ses parents prenaient forme. Tout se passait comme prévu. Cette nuit-là, alors que la dernière bougie s'éteignait près d'une photo de Kenné, Ego s'endormit. Dans son rêve, Ezéani apparut, son collier de cori cliquetant doucement. « Tu as bien fait, dit-il, sa voix résonnant comme un écho. Mais ton arbre n'est pas encore assez grand. Il y a plus à planter, plus à enterrer. La terre n'est pas encore satisfaite. » Ego se réveilla en sursaut, trempé de sueur. 5 mois plus tard, Ego annonça une nouvelle grossesse. Okafor, fou de joie, la souleva dans ses bras. « Dieu nous a consolés », cria-t-il. Cette fois, elle donna naissance à une fille, une petite à la peau sombre et aux poings serrés comme des bourgeons. Ils la nommèrent Obi, cœur de la maison. Okafor construisit une petite pièce pour elle, avec un rocking chair et des jouets en bois. « Elle portera mon nom », disait-il fièrement. Mais Ego avait d'autres plans. La nuit de la naissance, elle répéta le rituel. Sous le couvert de l'obscurité, elle porta le placenta jusqu'à sa ferme secrète, y planta des graines de tomates et murmura. Que celle-ci me donne plus que la dernière. Les tomates poussèrent à une vitesse surnaturelle, rouges, juteuses, presque vivantes. Son commerce explosa. Les clients affluaient, elle importa de la dentelle de Dubaï, et ses parents vantaient sa réussite. Ego voyagea à l'étranger, rencontra Toby, un riche homme d'affaires Igbo, et entama une liaison secrète. Okafor n'était plus qu'un pion dans son jeu. Obi était un rayon de soleil. À 6 ans, elle chantait, dessinait, récitait des proverbes. Mais à 7 ans, elle changea. « Maman, un garçon m'appelle depuis la terre », dit-elle une nuit. Il dit que l'arbre attend. Une semaine plus tard, elle dessina des tombées des silhouettes sombres. Puis la fièvre vint. Ego ne l'emmena pas à l'hôpital. Obi mourut dans son sommeil, sa petite main dans celle de sa mère. Okafor pleura des jours entiers, se murant dans le silence. Quelque chose en lui se brisa. Un après-midi, alors qu'il défrichait un coin de la ferme, il remarqua la parcelle qu'Ego gardait secrète. Les tomates y étaient trop rouges, les haricots veinés, entourés de cori et de tissus tachés. « Que Dieu me protège », murmura-t-il, reculant. Cette nuit-là, il demanda, « Qui a planté ça là-bas ?» « Moi, avec un nouvel engrais », répondit Ego, calme. Okafor hocha la tête, mais le doute s'installa. Le lendemain, il consulta Mama Ezichi. « Tu as épousé une femme riche, mais as-tu demandé ce qui nourrit sa fortune ?» dit-elle. Okafor rentra, tremblant. Cette nuit-là, il fixa Ego en silence. Au matin, il avait disparu, laissant ses affaires derrière lui. Ego raconta qu'il était parti à Lagos, mais elle savait, la terre l'avait englouti. Cette nuit-là, dans un rêve, Ezéani réapparut. « Les racines ont soif, dit-il. Une nouvelle graine est nécessaire. » Ego se réveilla, une main sur son ventre. Elle était enceinte. La terre attendait. Et voilà, les amis. Cette histoire est loin d'être finie.
Que va-t-il arriver à Ego et à son prochain enfant?